Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Est-ce que vous connaissez le film Liaison fatale avec Glenn Close et Michael Douglas? Eh bien écoutez, je vous propose de découvrir la version italienne et vous allez vite comprendre que parfois c'est la réalité qui dépasse la fiction. J'ai trouvé cette histoire particulièrement intéressante par rapport au traitement judiciaire qui en a été fait. Et vous verrez que, franchement, ça donne des frissons. Pour info, cette histoire est liée au sondage que je vous ai posté il y a quelques semaines. Donc on fera un rapide débrief à la fin de la vidéo. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement. Et puis je vous dis à tout de suite. Questa volta la vittima è un uomo aggredito con l'acido dalla ex fidanzata. È accaduto ieri sera intorno alle 22 in questa via alla periferia di Legnano nell'Interland milanese. Secondo le prime ricostruzioni, Sara Antonella Del Mastro, 38 anni, avrebbe raggiunto l'abitazione dell'uomo di una decina di anni più giovane con il quale ha avuto una relazione durata una ventina di giorni e terminata lo scorso dicembre. Una conclusione mai accettata dalla donna che in passato aveva perseguitato il giovane, arrivando a tagliargli più volte. L'histoire se déroule en 2019 en Italie, plus précisément à Legnano, une commune de 60 000 habitants située en périphérie de Milan. On est le 7 mai 2019. Il est aux alentours de 21 h. Giuseppe Morgante rentre chez lui en voiture après sa journée de travail. Mais tandis qu'il roule, il remarque une voiture qui le suit et il sait qui est au volant. Il s'agit de son ex, Sara Del Mastro. Il l'a quittée il y a plusieurs mois, mais depuis, elle le harcèle nuit et jour. Giuseppe, qui vit en famille, appelle sa mère pour lui dire qu'il sera bientôt là et lui fait remarquer que Sara le suit, comme d'habitude. Il se gare devant son immeuble et il attend un petit moment et il remarque que la voiture de Sara fait des va-et-vient à proximité de sa voiture. Il a un très mauvais pressentiment, à tel point qu'il rappelle chez lui et il demande à son frère jumeau Filippo de le rejoindre en bas de l'immeuble au cas où. Filippo lui dit « Ok, t'inquiète, j'arrive d'ici quelques minutes ». Il sort de l'immeuble et il s'approche dans la direction où est garée la voiture de son frère et à quelques mètres, il aperçoit Sara qui sort de sa voiture et qui se précipite vers son frère Giuseppe. À ce moment-là, Giuseppe est encore dans sa voiture et il voit arriver Sara qui lui dit « S'il te plaît, baisse ta vitre, je vais te parler 5 minutes à propos d'une plainte qu'il a récemment déposée contre elle pour des faits de harcèlement ». Giuseppe baisse la vitre de sa voiture et l'attaque ne dure que quelques secondes à peine. Sara lui jette le contenu d'un gobelet au visage. Filippo, qui se trouve à quelques mètres, voit toute la scène, mais il ne comprend pas encore ce qui vient de se passer. Giuseppe vient de recevoir de l'acide sulfurique au visage. La douleur est immédiate. L'acide sulfurique ou vitriol, c'est un composé chimique qui est utilisé dans différentes industries. Il sert par exemple à décaper les métaux. Il a un taux d'acidité très élevé. Mais ce qui le rend dangereux, c'est son avidité pour l'eau, ce qui signifie qu'il ronge tout ce qu'il y a sur son passage. Dans le cas présent, il ronge les vêtements, puis la peau de Giuseppe. Et ça ne sert à rien de gratter ou de frotter puisque l'acide imprègne les tissus. Mais dans la panique et avec la douleur, c'est un réflexe tout à fait normal. Après avoir attaqué Giuseppe à l'acide, Sara se précipite vers sa voiture et Filippo la pourchasse puisqu'il a compris qu'il vient de se passer quelque chose de très grave. Il met des coups sur le pare-brise de la voiture de Sara, mais elle parvient à s'enfuir. Il court ensuite vers son frère Giuseppe pour le secourir, mais malheureusement il n'y a rien à faire puisque l'acide continue sa progression. Le visage, les yeux, le cou, les mains, le torse. Filippo appelle alors les secours et les cris de Giuseppe sont tellement lancinant que tout le monde peut l'entendre dans le quartier. Sa famille, qui vit au 5e étage de l'immeuble, l'entend, tout le monde se précipite à l'extérieur, dont sa mère qui voit son fils qui est en souffrance. Elle est indicible, la douleur des attaques à l'acide. Et tandis que sa famille tente de lui nettoyer le visage avec des vêtements, une ambulance arrive très rapidement sur place. Il est pris en charge, son pronostic vital est engagé. À quelques kilomètres de là, Sara Del Mastro pénètre dans une gendarmerie pour se livrer aux autorités. Elle raconte aux carabiniers ce qu'elle vient de faire. C'était une vengeance. Elle voulait qu'il souffre autant qu'elle a souffert. Les gendarmes sont abasourdis par ce qu'elle leur raconte. Alors pour être tout à fait honnête, les attaques à l'acide ne sont pas si rares que ça en Italie, mais le plus souvent les victimes ce sont des femmes. On peut notamment parler de Luciana Bali en 2013 et Jessica Notaro en 2017.
Il s'agit de deux femmes défigurées par leur ex-conjoint après les avoir quittées. Et ce type d'attaque est particulièrement cruel, puisqu'en plus d'être extrêmement douloureux sur le plan physique, il y a une grande souffrance psychologique derrière. La victime se retrouve dépossédée de ce qu'elle avait été jusque-là, son visage, qui est aussi son identité. Donc elle est d'une certaine façon effacée. Qui est capable de commettre un acte aussi cruel? C'est en tout cas ce que veulent savoir les Italiens lorsque l'affaire éclate le lendemain matin. Tout le monde veut savoir qui est cette femme qui a attaqué à l'acide en pleine nuit son ex-copain devant chez lui. On sait qu'elle l'a fait parce qu'elle voulait se venger d'avoir été quittée. Seulement, ce qu'on découvre, c'est qu'au-delà de l'attaque à l'acide, c'est l'inertie des autorités qui pose question. Ces 6 derniers mois, Giuseppe Morgante avait contacté à d'innombrables reprises la gendarmerie et la police pour leur demander de l'aide. Il avait même participé à une émission de télévision pour trouver une solution à ce cauchemar. Son ex le harcelait nuit et jour et menaçait de lui faire du mal physiquement. Mais systématiquement, ses plaintes et ses appels à l'aide n'avaient pas été pris au sérieux. Giuseppe Morgante fait la connaissance de Sara Del Mastro en septembre 2018 sur le site de rencontre Badoo. Tous les deux se sont inscrits pour faire des rencontres, forcément. Sara a 38 ans, elle est veuve et mère d'une fillette de 8 ans. Giuseppe a 29 ans, il est célibataire sans enfant et il est caissier. Le courant passe bien entre les deux, ils se plaisent et ils vivent à proximité l'un de l'autre, donc ils se rencontrent. À partir de là, ils se voient occasionnellement, ils s'appellent régulièrement, ils se textent. Au départ, la relation est plutôt tranquille, mais Giuseppe se sent de plus en plus étouffé. Sara recherche absolument une relation sérieuse. Elle veut se poser, pourquoi pas se remarier, tandis que Giuseppe, lui, est un peu plus sur la réserve, puisque Sara a des comportements assez excessifs. Elle est possessive, elle l'appelle très souvent, elle lui demande où est-ce qu'il se trouve. S'il ne répond pas, elle pique des crises de jalousie, à tel point que Giuseppe prend ses distances et se réinscrit sur le site de rencontre pour faire connaissance avec d'autres jeunes filles. Au mois de novembre, soit moins de 2 mois après s'être rencontrés sur Badoo, Giuseppe appelle Sara et lui explique qu'il ne souhaite pas poursuivre cette relation. Il lui dit « Écoute, je me sens pas dans cette relation, ça ne me convient pas. Cela dit, je veux pas qu'on se sépare en mauvais termes tous les deux, je veux qu'on puisse garder le contact. » Ce que Sara accepte dans un premier temps. Mais ce dont Giuseppe ne se doute pas un seul instant, c'est que sa vie est sur le point de virer au cauchemar. Sara continue de l'appeler tous les jours. Elle continue de le texter tous les jours, alors que Giuseppe lui expliquait qu'il ne souhaitait plus être en relation avec elle. Au départ, il lui répond par politesse, mais progressivement, il lui répond de moins en moins, puisqu'il a compris que Sara cherche à maintenir un lien sentimental entre eux. D'ailleurs, un soir, Sara l'appelle pour lui expliquer qu'elle a un problème de santé, qu'il faut absolument qu'elle se rende aux urgences. Giuseppe accepte de la conduire à l'hôpital, et il passe même une partie de la nuit à l'hôpital avec elle, pour au final découvrir qu'elle n'avait aucun souci de santé. En fait, elle avait simplement trouvé cette excuse-là pour pouvoir passer du temps avec lui. Et ça commence à le saouler, Giuseppe, puisque il a envie de rencontrer de nouvelles personnes et il veut pas lui laisser croire qu'il y a une ouverture. Donc il met encore plus de distance avec elle. Et c'est à partir de là que le harcèlement sur Internet commence. Tout d'abord, il reçoit des messages assez bizarres sur Facebook, des faux profils qui lui envoient des messages pour le menacer de mort, pour lui dire « continue de jouer avec les sentiments des gens et tu verras ce qu'il va t'arriver » ou « va te donner la mort, sale connard ». Enfin, vous voyez un peu le genre de message. Et il voit également que des faux profils ont été créés sur Facebook avec son nom et à côté une insulte. Par exemple, Giuseppe Morto, donc Giuseppe mort. Ça, c'est quand même assez délirant. Hein. Giuseppe se dit que c'est excessif comme réaction, d'autant qu'il a tâché de ne pas la vexer en la quittant. Et il sait que ça vient de Sara, puisque à côté de ça, elle le harcèle par téléphone. Lui, il ne lui répond plus, puisqu'il a décidé de mettre le plus de distance possible, mais elle peut l'appeler jusqu'à 800 fois par jour, en numéro privé ou avec d'autres numéros de téléphone. 800 fois par jour. Giuseppe en parle à sa famille, son frère jumeau avec qui il est très très proche, lui dit qu'effectivement c'est pas normal qu'elle se comporte comme ça et on lui conseille d'en parler à la gendarmerie au cas où. Donc il se rend à la gendarmerie, il leur explique la situation, il leur dit écoutez 800 appels par jour,
en plus des SMS qu'elle lui envoie, en plus des messages qu'elle lui envoie sur Facebook depuis des faux profils, en plus des menaces de mort. Il dit on ne peut pas faire quelque chose, est-ce que vous ne pourriez pas lui parler? Là, les gendarmes lui disent écoute, on ne peut rien faire parce que pour le moment, c'est pas assez caractérisé. Par contre, ce qu'on te conseille de faire, c'est de changer de numéro de téléphone et d'être un peu plus discret sur les réseaux sociaux. Bon, Giuseppe se dit ok, si c'est le seul moyen d'avoir la paix, on va changer de numéro de téléphone. Donc il change de numéro de téléphone, il supprime ses réseaux sociaux, il s'en crée des nouveaux avec un autre nom. Et effectivement, Sarah ne peut plus le contacter par téléphone, elle ne peut plus le contacter non plus sur ses réseaux sociaux. Cela dit, très régulièrement, on lui crève ses pneus. Quand il sort du travail le soir, il constate qu'on lui a crevé 1 ou 2 pneus. Les jours passent et au mois de mars, il se passe quelque chose d'encore plus effrayant. Comme je vous l'ai dit, Giuseppe est caissier dans un supermarché. Et il y a une jeune fille qui se rend dans ce supermarché, elle s'appelle Arianna. Et tous les deux, de temps à autre, se jettent des petits coups d'œil, voilà. Donc un jour, ils discutent et ils se disent, écoute, on pourrait s'ajouter sur nos réseaux, comme ça on reste en contact. Giuseppe l'ajoute sur Instagram. Quelques heures après, la jeune fille Arianna reçoit une demande d'invitation d'une jeune femme qu'elle ne connaît pas a priori. Donc elle ne répond pas à cette invitation. La jeune femme lui envoie un message pour lui dire « Écoute Arianna, tu ne me reconnais pas. Toi et moi, on s'est connus par le passé, mais depuis, j'ai perdu beaucoup de poids, donc c'est peut-être pour ça que tu ne me reconnais pas, mais on s'entendait très bien, on s'était échangé nos réseaux. » Arianna se dit ok, c'est peut-être possible après tout. Donc elle l'ajoute, elle discute avec elle, et puis de fil en aiguille, elle décide de se donner leur numéro de téléphone. La jeune femme appelle Arianna et elle lui dit écoute, j'ai vu que dans tes amis Instagram, il y a un certain Giuseppe Morgante, mais tu le connais? Arianna lui dit ouais, je le connais de vue, je fais mes courses dans le supermarché dans lequel il travaille, mais sans plus quoi. Et là, la jeune femme, qui est Sara Del Mastro, comme vous l'aurez compris, lui dit « Écoute, moi je le connais très bien, on se fréquente, lui et moi, je te déconseille de t'approcher de lui ou de croire à ses mensonges. S'il te dit qu'il est célibataire, c'est absolument pas vrai. Lui et moi, on est ensemble et je suis même enceinte de son enfant. » Arianna est assez surprise parce que, effectivement, elle et Giuseppe ont discuté quelques fois au magasin. Et s'ils se sont échangés leurs réseaux, c'est bien évidemment pour, on va dire, lier, parler, voire faire quelque chose ensuite. Donc elle se dit, mais attends, c'est qui ce gars? Il m'ajoute sur mes réseaux et à côté de ça, il a une meuf qui est enceinte. Donc elle contacte Giuseppe. Elle lui dit, écoute Giuseppe, il y a cette femme qui m'a contactée. Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu la fréquentes? Là, Giuseppe, qui est complètement choqué parce qu'il se rend compte que Sarah a continuer son harcèlement, mais que dorénavant elle le fait différemment, lui raconte toute l'histoire. Il lui dit écoute, c'est une meuf que j'ai fréquentée même pas 2 mois dans ma vie, et depuis elle me harcèle, elle crève mes pneus, et là elle en vient même à te contacter toi, alors que moi je ne lui dois rien. Et il lui dit elle est pas enceinte de moi, je t'arrête tout de suite, j'ai arrêté de la fréquenter au mois de novembre, là on est au mois de mars, je vois pas trop comment j'aurais pu la mettre enceinte. Arianna comprend la situation du coup, elle se dit ok, donc cette meuf en fait c'est une mythomane, je l'ai jamais connue, elle et moi on n'a jamais été potes par le passé, donc elle bloque Sara Del Mastro. Mais ce qu'il se passe, c'est qu'à partir de là, elle-même devient victime de harcèlement. Sarah la contacte du matin au soir, que ce soit sur ses réseaux ou sur son téléphone, bien que Arianna l'ait bloqué, et Sarah lui envoie même des échographies pour lui dire « Regarde, je ne suis pas une mytho, je suis bien enceinte de lui. Si tu t'approches de lui, je vais te tuer. » Arianna se rend à la gendarmerie à son tour pour déposer plainte. Elle leur explique qu'elle est quand même contactée du matin au soir par cette femme qu'elle ne connaît pas et qu'elle commence à flipper parce que c'est quand même assez terrifiant de se dire qu'une personne nous harcèle du matin au soir et qu'elle est capable de faire quelque chose compte tenu de ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Là, les gendarmes lui disent que pour le moment, ils ne peuvent rien faire. Ils lui disent, écoutez, le mieux c'est de repasser dans 10 jours, comme ça le harcèlement sera caractérisé. Arianna retourne à la gendarmerie, et en fait, à chaque fois, on lui dit la même chose. Revenez dans 1 semaine, revenez dans 5 jours. Au total, elle a dû se rendre peut-être 5 ou 6 fois à la gendarmerie, et c'est au bout, je crois, de la 3e ou de la 4e fois qu'elle a pu déposer plainte. De son côté, Sarah continue de harceler Giuseppe. Certes, elle harcèle Arianna, pour lui faire peur, pour faire en sorte qu'Arianna
ne sorte pas avec Giuseppe, mais lui, elle ne le lâche pas. Que ce soit sur ses réseaux sociaux, sur son téléphone et même physiquement. Le soir, quand il sort du travail à 20h30, Giuseppe la retrouve devant le supermarché. Elle est dans sa voiture et elle le fixe. Et ça, c'est de plus en plus flippant. La relation n'a duré qu'1 mois et demi. Giuseppe ne comprend pas la raison pour laquelle elle s'accroche autant alors qu'ils ne se sont vus que durant 1 mois et demi. Mais Sarah ne s'arrête pas là. Les jours et les semaines qui suivent, Sarah lui crève d'autres pneus. Au total, elle a dû lui crever 12 pneus, ce qui est quand même assez énorme. Et elle paye même un garçon pour qu'il suive Giuseppe dans la rue. Qui fait ça? Cette fois-ci, Giuseppe se rend au commissariat. Comme je vous l'ai dit, les fois précédentes, il s'est rendu à la gendarmerie, il n'a pas été pris au sérieux. Donc il se dit que peut-être qu'en se rendant dans un commissariat, sa situation sera davantage prise au sérieux. Le problème, c'est que là encore, on le dissuade de porter plainte. On lui dit qu'il faut engager un avocat, il faut avancer des frais. Donc voilà, Giuseppe, c'est un garçon de 29 ans qui travaille comme caissier dans un supermarché. C'est la première fois de sa vie qu'il est confronté à une situation de ce genre. Et il pensait que les autorités l'aideraient, ce qui n'est pas le cas. Du coup, il ne sait pas vers qui se tourner. Il a la chance d'avoir le soutien de sa famille à qui il parle de tout ça, que ce soit sa mère, ses sœurs, son frère jumeau Filippo, avec qui il est extrêmement proche, et tout le monde est inquiet pour lui. Mais personne ne sait ce qu'il faut faire pour l'aider. Qui contacter? Personne ne veut le prendre au sérieux. Mais le 19 avril, il est enfin pris au sérieux. La gendarmerie de sa ville le contacte pour faire le point sur sa situation, puisque, comme je vous l'ai dit, il s'est rendu là-bas à plusieurs reprises pour dénoncer les comportements de Sarah. Donc là, il explique que sa situation n'a pas changé et que Sarah monte d'un cran à chaque fois. Elle harcèle même Arianna, qui n'a rien à voir en soi avec Giuseppe, puisque Arianna et Giuseppe ne sortent pas ensemble. Sarah a au moins gagné ça. Elle a suffisamment effrayé Arianna pour que celle-ci ne veuille pas fréquenter Giuseppe. Donc il leur explique tout ça, les pneus crevés, le harcèlement, le fait qu'elle le suive dans la rue, qu'elle se poste en bas de chez lui le soir pour le voir rentrer du travail, qu'elle harcèle Arianna, etc. C'est suffisamment préoccupant tout ça, puisque ça laisse penser qu'elle serait capable de faire quelque chose de très grave. Là, le carabinier, qui a un haut gradé, lui propose de venir à la gendarmerie pour déposer plainte. Giuseppe s'y rend avec son frère et son beau-frère, et il dépose une plainte très détaillée sur tout ce qu'il subit depuis le mois de novembre. Il explique tout ce que je vous ai précédemment raconté, et il est content parce que c'est déjà un pas là qu'il vient de faire, dans le sens où jusqu'à présent, on lui refusait presque le droit de déposer plainte. Donc il se dit que les choses vont peut-être bouger. Il sort de la gendarmerie avec son frère et son beau-frère, et garé devant, il tombe sur Sarah. Elle est dans sa voiture et elle les observe. Il retombe dans la gendarmerie et là, il leur dit « Écoutez, la personne dont je vous ai parlé dans ma plainte, elle est juste devant. Elle agit en toute impunité. Elle me harcèle même devant une gendarmerie. Faites quelque chose, je sais pas, allez lui parler, faites quelque chose. » Mais les carabiniers ne font rien. Giuseppe sait maintenant avec certitude que les autorités ne feront rien pour l'aider. C'est à lui de trouver une solution. Donc il appelle Sarah pour la raisonner et il enregistre cette conversation. Et là, il lui dit « Sarah, tu veux quoi de moi ?» Sarah lui dit « Mais rien, je voulais juste que tu souffres un quart de tout ce que moi j'ai souffert. Je voulais que tu ressentes toute cette douleur que moi j'ai ressentie quand tu m'as quitté. » Giuseppe lui dit « Mais moi je te veux pas de mal en fait. Si je t'ai quitté, c'est pas parce que je voulais te faire du mal, c'est simplement que ça collait pas entre nous. T'avais des comportements qui étaient très bizarres, donc j'ai préféré mettre un terme à ça. On s'est côtoyés à peine 1 mois et demi, il faut que t'ailles de l'avant maintenant. En plus, c'est une mère de famille, Sarah. » Et elle lui dit « Oui, mais je veux que tu m'aides. » Et il lui dit « Mais tu veux que je t'aide à quoi en fait ?» Elle lui dit « Je veux que tu m'aides à aller mieux. Il faut que tu continues à me fréquenter pour que j'aille mieux. » Et là, Giuseppe lui dit « Mais non, en fait, je veux plus te fréquenter, enfin, pas après tout ça. » Bon, Sarah explique qu'elle s'en veut lui avoir fait ça. Elle lui promet qu'elle ne voulait pas lui faire de mal physiquement. Elle lui dit que quand elle a engagé le garçon pour le suivre, son objectif, c'était pas qu'il le frappe ou qu'il lui fasse du mal, c'est simplement que, voilà, elle a agi de façon irrationnelle. Ti ho fatto il mondo, lo so, ma non lo nego, perché io volevo che passavi un quarto del male che avevo io dentro. E come bucate? Perché a me? Volevo semplicemente darti un po' del male che avevo io in quel momento. Giuseppe a compris que ça n'allait pas s'arranger. Il contacte alors l'émission Les Iene. Alors Les Iene, c'est une émission italienne qui passe sur la Mediaset, je crois, et qui apporte son soutien à des personnes qui sont dans des situations, on va dire, inextricables, parfois dramatiques. Je vous en avais déjà parlé dans l'affaire Mario Biondo et je crois Sissi Trovato Mazza, donc je vous les mets là.
J'ai pas trouvé d'équivalent français, mais si des italophones passent par là ou des Italiens qui connaissent également, on va dire, l'univers télévisuel français, enfin, si vous savez quelle émission s'en rapproche le plus, vous pouvez le noter dans l'espace commentaire, mais en tout cas, moi, j'ai pas trouvé. Quoi qu'il en soit, Giuseppe contacte donc les Yénés et il leur explique sa situation. Il leur montre toutes les preuves, que ce soit son dépôt de plainte, tous les messages qu'elle lui envoie, les menaces de mort, les menaces à Ariana. Il leur montre également des vidéos qu'il a faites. Quand il arrive le soir chez lui, il se pose devant son immeuble et il la filme en train de faire des va-et-vient pour que ça puisse lui servir de preuve. Donc il leur montre tout ça en leur expliquant qu'il est à présent terrorisé parce que ça fait maintenant plusieurs mois qu'elle lâche pas l'affaire et sa plus grande crainte, c'est qu'elle l'attaque à l'acide. Depuis quelques années en Italie, il y a des attaques à l'acide sur des femmes, il y en a également sur des hommes et disons que ce sont des affaires assez extraordinaires, donc on en parle souvent dans les médias italiens et lui, sa crainte, c'est qu'elle lui fasse ça parce qu'il a l'impression que c'est devenu la nouvelle méthode pour se venger d'une personne qui nous a quittés. Compte tenu de l'acharnement de Sarah et de ses comportements vraiment très flippants, il pense qu'elle en est capable. Le 26 avril, Giuseppe rencontre la rédaction des Yénés et il commence le tournage du documentaire sur son histoire. Et à cette occasion, la journaliste du programme Les Yénés part à la rencontre de Sarah. Elle la retrouve sur le parking d'un fast-food avec l'une de ses amies. Donc la journaliste va la voir et elle lui dit « Écoute, tu sais qu'il se passe quelque chose avec un jeune homme et on aimerait bien en parler avec toi parce qu'il est arrivé au bout de ce qu'il peut supporter et on aimerait bien comprendre pourquoi en fait tu fais tout ça. » Au départ, Sarah ne veut pas lui parler. Donc elle prend la fuite et finalement elle accepte de lui expliquer toute l'histoire. Elle lui dit « Écoute, monte dans la voiture et puis je vais t'expliquer. » La journaliste monte, donc elle est très courageuse, parce que moi je serais pas montée dans la voiture avec elle, mais la journaliste monte, elle lui dit « Ok, vas-y, je t'écoute. » Là, Sarah lui dit voilà, lui et moi on s'est rencontrés sur un site de rencontre, et au départ il le savait pertinemment que je recherchais une relation sérieuse, je voulais me poser, fonder mon foyer, et il s'est foutu de ma gueule, parce qu'au départ il m'a dit que lui aussi c'est ce qu'il recherchait, et au final, il m'a lâché, il m'a abandonné. La journaliste lui dit « Oui, mais écoute, à ton grand âge, tu sais pas comment faire face à une déception amoureuse. Ok, vous vous êtes côtoyés, après ça ne colle pas, on peut pas forcer les gens à rester avec nous. Et quand bien même il aurait mal agi avec toi, quand bien même, par exemple, il se serait foutu de ta gueule en te faisant croire monts et merveilles juste pour, on va dire, profiter de toi et ensuite partir, enfin... Là, concrètement, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de te gâcher toi, parce que tout le temps que tu pourrais mettre à faire quelque chose de mieux, en fait, tu le saoules, le gars, tu es en train de le rendre fou, donc fous-lui la paix. Et effectivement, Sarah lui dit « Oui, c'est vrai, mais bon, c'est un beau garçon. » C'est très particulier, parce que déjà, dans le documentaire des Yénés, on voit qu'elle a un comportement très bizarre, Sarah. Ça se voit qu'elle est pas nette. Honnêtement, je vous le dis, ça se voit qu'elle est pas nette. Et la journaliste lui dit, écoute, tu veux quoi de plus, en fait? Le gars, ça fait 6 mois que tu le harcèles, ça fait 6 mois que tu l'as rendu ouf, t'es là, tu lui crèves ses pneus, tu engages quelqu'un pour le harceler, tu veux quoi de plus? Et Sarah lui dit, en fait, le truc, c'est que je suis enceinte de lui. Ok. La journaliste, elle lui dit, t'es enceinte de lui, c'est-à-dire... Sarah lui dit, je suis enceinte de 7 mois de Giuseppe. La journaliste, elle regarde son ventre, elle lui dit, mais t'es pas enceinte de 7 mois, ma chérie, c'est pas possible. Elle invente tout plein dans le documentaire. Et de là, Sarah lui dit, si, c'est vrai, je suis enceinte de lui. Là, la journaliste lui dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter un test de grossesse dans une pharmacie et on verra une bonne fois pour toutes si tu es vraiment enceinte de 7 mois comme tu le prétends. Elles achètent un test de grossesse. Bon, il s'avère que Sarah n'est pas du tout enceinte, donc là la journaliste elle lui dit écoute là c'est en train de virer un peu à la folie ce que tu es en train de faire, tu te rends compte que tu t'es enfermé dans un truc qu'aujourd'hui tu prétends même être enceinte de 7 mois alors que tu ne l'es pas, enfin fous-lui la paix, laisse-le vivre. La journaliste des Yénés fait le point avec Giuseppe, elle lui dit écoute en théorie elle te laissera tranquille parce que la journaliste a parlé avec Sarah à la fin, elle lui a dit est-ce que tu peux le laisser tranquille? Sarah lui a dit oui c'est bon je le laisserai tranquille. Et l'émission se termine sur le fait que Sarah promette qu'elle ira consulter un psychiatre. Alors, précision, cette émission a été préparée le 26 avril, ok? Donc là, je vous raconte ce qu'il y a dans l'émission,
mais l'émission sortira bien après. Donc moi je vous dis en fait de façon chronologique ce qu'il s'est passé. Voilà comment se termine le tournage de cette émission. La journaliste des Yéné pense avoir solutionné cette histoire complètement tordue. Chacun rentre chez sa mère, mais dès le lendemain, Giuseppe retrouve sa voiture avec des pneus crevés et des messages de mort sur Facebook. C'est donc reparti pour un tour de grand 8, mais Sarah ne compte pas s'arrêter là. Le soir du 7 mai 2019, elle le suit en voiture à la sortie de son travail. Et le plus tragique dans cette affaire, enfin pas le plus tragique, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, c'est que ce soir-là, quand Giuseppe est arrivé en bas de chez lui vers 21h, il a filmé Sarah qui faisait des va-et-vient en voiture devant son immeuble. Et il parlait donc à la caméra, il disait bah voilà, elle continue de faire des va-et-vient devant chez moi, j'en peux plus. J'espère que c'est pas ce soir qu'elle a décidé de m'attaquer avec de l'acide. Che c'è in testa? Da che mi butta addosso l'acido. Dovrei chiamare il maresciallo. Metto ad avvisare quando la vedo. Il a même appelé la gendarmerie. On lui a décroché, on l'a mis en attente et on l'a mis en attente tellement longtemps qu'il a fini par raccrocher. La suite, vous la connaissez. Sarah sort de sa voiture, elle se précipite vers lui. Elle lui explique qu'elle veut lui parler de sa plainte, elle veut lui demander pardon pour tout ce qu'elle a fait. Il baisse la vitre et elle l'attaque à l'acide. Le lendemain de son agression, Giuseppe est transféré au service des grands brûlés du centre hospitalier de Milan. À ce stade, son pronostic vital n'est plus engagé, mais le personnel médical sait qu'il est parti pour de très nombreuses opérations de reconstruction. Tout son visage a été touché, ainsi que son cou et une partie de son torse. Lorsque l'Italie découvre cette histoire les jours qui suivent, tout le monde est choqué bien sûr, puisque une attaque à l'acide, c'est quand même quelque chose de très cruel, mais personne ne connaît encore les détails de cette histoire. Initialement, les Yéné devaient diffuser le reportage sur cette histoire le soir de l'attaque à 21h. Donc, compte tenu de l'agression de Giuseppe, ils ont déprogrammé l'émission et la journaliste des Yéné s'est rendue à l'hôpital de Milan, donc le lendemain de l'agression, pour pouvoir parler avec Giuseppe. À ce moment-là, son pronostic vital n'était plus engagé et elle a pu discuter avec lui, elle a enregistré cette conversation et Giuseppe est certes choqué, mais il lui explique que malgré tout, il veut se relever, il veut se battre et il veut faire connaître son histoire puisque, d'après lui, s'il n'a pas été aidé par les autorités, c'est parce qu'il est un homme et que son bourreau était une femme. Pour rappel, Giuseppe s'est rendu à la gendarmerie à de très nombreuses reprises, ainsi qu'au commissariat de police, et à chaque fois, on ne le prenait pas au sérieux. Il a pu finalement déposer plainte peu de temps avant son agression, mais à chaque fois qu'il rencontrait des carabiniers ou des policiers, on ne le prenait pas au sérieux dans le sens où on lui faisait comprendre que lui, jeune homme de 29 ans, grand, bien bâti, avait peur d'une femme. Mais dans sa plainte, tout ça, il le détaille, Giuseppe, il le dit que il sent que Sarah est capable de faire quelque chose de très, très grave. Le reportage des Yéné est finalement diffusé quelques jours après l'agression de Giuseppe, et là, les Italiens apprennent tout ce qu'il a vécu ces derniers mois. L'angoisse permanente d'être agressé par Sarah ou par quelqu'un de son entourage. On apprend également que Sarah a d'abord été admise au service psychiatrique d'une clinique avant d'être incarcérée au centre de détention de Milan. Et à la suite de son arrestation, elle a été mise en examen pour harcèlement, acte de persécution et violence aggravée. Alors, au départ, le ministère public a accepté le plaidé coupable de Sarah Del Mastro et la peine a été fixée à 5 années d'incarcération. Je pense que tout le monde connaît le principe du plaidé coupable, on l'a également en France. En gros, on fait l'économie d'un procès, il y a directement une audience qui est fixée et dans laquelle les deux parties, donc le ministère public et la défense, se mettent d'accord sur la sentence. Là, en l'occurrence, 5 années d'incarcération. Mais lorsque le juge voit, on va dire, la sentence qui a été fixée entre les deux parties, il dit non, faut pas déconner. Il dit pas faut pas déconner, mais il le fait bien comprendre. 5 années pour avoir agressé une personne au vitriol, tout en sachant qu'avec le jeu des remises de peine, elle sera à l'extérieur d'ici 1 an ou 2, faut pas forcer. Donc il dit non, c'est hors de question, vous me la renvoyez, il faut qu'elle soit jugée. L'affaire est donc renvoyée pour être jugée lors d'une rito abbreviato, donc une procédure en accéléré. Ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui suivent mes affaires italiennes savent à présent ce que c'est qu'une rito abbreviato. C'est, on va dire, une procédure où on fait là encore l'économie d'un procès qui sera long, et comme la personne qui est jugée a fait gagner de l'argent, entre guillemets, en évitant un procès trop long, elle peut à l'issue avoir une condamnation moins lourde que ce qu'elle aurait eu lors d'un procès classique.
Le procès s'ouvre en janvier 2020 et d'après le rapport d'expertise, Sarah était en pleine capacité de ses moyens au moment de l'attaque, elle est donc responsable de ses actes. Le point, on va dire, important qui est soulevé durant ce procès, c'est la préméditation. La Cour souhaite éclaircir ce point en particulier, puisqu'on va dire que c'est le nœud dans cette affaire. Est-ce qu'il y a eu ou pas préméditation? Et vous verrez que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Alors, il y a plusieurs éléments qui ont été présentés. Tout d'abord, on sait que Sarah a acheté l'acide le 6 mai 2019, c'est-à-dire la veille de l'agression. Le jour même de l'agression, ce que l'on sait, c'est que quelques heures avant l'agression, Sarah a consulté un psychiatre pour lui parler de sa situation, puis elle est rentrée chez elle pour passer un peu de temps avec sa fille, elle est ressortie et elle est partie agresser Giuseppe. Là, on a quand même deux éléments qui permettent d'appuyer la préméditation. Cela dit, pour la défense, si Sarah a consulté ce psychiatre, c'est parce qu'elle se sentait acculée. Elle savait que l'émission Les Yénés diffuserait le reportage dans la soirée, donc à 21h, et elle craignait de subir ensuite une vague de harcèlement sur Internet, du cyberharcèlement. Donc elle s'est sentie oppressée, acculée, et cette consultation prouverait qu'elle n'était pas en pleine capacité de ses moyens. Elle n'était, d'après la défense, pas lucide au moment où elle a attaqué Giuseppe. Si elle n'était pas lucide, c'est qu'elle n'a pas pu préméditer son geste. Donc, il n'y a pas eu préméditation. A l'inverse, la partie civile pense que si Sarah a consulté un psychiatre le jour de l'agression, c'était pour préparer sa défense, puisque en consultant ce psychiatre, elle pourrait ensuite mettre en avant son état mental lors de l'agression. Clairement, elle cherchait à préparer sa défense pour éviter de la prison ferme. Et ce qu'il se passe, c'est que durant le procès, Sarah envoie une lettre à Giuseppe. Dans cette lettre, elle lui demande pardon. Elle lui explique que si elle a fait ça, c'est parce qu'elle s'est sentie trahie. Il n'a pas tenu ses promesses, mais que dorénavant, elle lui foutra la paix. Plus jamais elle ne l'approchera. D'après la partie civile, là encore, c'est une stratégie de sa part. Elle cherche en fait à obtenir l'indulgence du juge. D'autant que Giuseppe affirme qu'il entendait Sarah ricaner dans son dos quand il déposait à la barre. Donc pour lui, c'est une stratégie de sa part. Elle a prémédité son geste et à présent, elle essaie de passer entre les mailles du filet en mettant en avant son état mental. L'avete vista ridere per caso? Così abbiamo sentito, però ho sentito perché ero di spalle. Lei è entrata incappucciata, quindi per tutelare la sua immagine. Invece nascondere. Invece la tua immagine, ovviamente il tuo viso, la tua vita è completamente cambiata, diversa. Beh, con calma mi sistemo, pian piano, dai. Poi riusciamo a fare queste cose. No, io non odio nessuno, ma quello è successo pagherà su questa cosa, guarda, io posso dire io sono uno che crede, pagherà davanti a Dio quello che ha fatto. Io parole per una persona così, no, l'ho già detto. Ti rende giustizia questa prima decisione del giudice? Questa sì, il giudice è stato davvero giusto e poi vediamo adesso il 14 gennaio cosa succede. Mais à l'issue du procès, Sarah Del Mastro est reconnue coupable d'agression sans préméditation. Elle est condamnée à 7 ans et 10 mois de réclusion. Le ministère public avait requis 10 ans, la partie civile 12 ans, mais l'avocat de Sarah Del Mastro est parvenu à convaincre la cour qu'elle avait agi à la suite d'un raptus et que donc elle n'a pas prémédité son geste, le fameux raptus comme dans l'affaire Elena Del Pozzo. Autant vous dire que le verdict passe très mal du côté de la famille Morgante puisqu'il y a forcément préméditation. Personne ne se balade avec un verre d'acide sulfurique sans aucune raison. Et concernant la peine de prison, c'est la consternation pour Giuseppe et sa famille. Habituellement, les responsables d'attaque à l'acide sont condamnés à des peines bien plus lourdes. Si on prend le cas de Jessica Notaro, son ex a été condamné à 15 ans de prison. Dans le cas de Lucia Annibali, il a été condamné à 20 ans d'incarcération. Donc pourquoi Sarah Del Mastro n'a été condamnée qu'à 7 ans? C'est bien en dessous des autres. Et l'affaire de Giuseppe rappelle une autre affaire similaire. En 2012, William Pezzullo avait lui aussi été attaqué à l'acide à Brescia par son ex. Elle avait été condamnée à 8 ans de prison. Donc pourquoi cette différence de traitement? D'après Giuseppe Morgante, la réponse est évidente. Lorsque la victime est un homme et l'agresseur une femme, la justice se montre plus clémente. De son côté, il a passé plusieurs mois au service des grands brûlés de l'hôpital de Milan. Il a subi 4 opérations de chirurgie fonctionnelle et non pas réparatrice, puisque seules les opérations de chirurgie fonctionnelle sont prises en charge par la Sécu. Il ne voit plus d'un œil, son cou est une gêne permanente, il a du mal à parler correctement à cause des blessures sur sa bouche,
Bref, il a besoin d'autres opérations qu'il ne peut malheureusement pas se payer. L'émission Les Yénés a tenté de l'aider en lançant une cagnotte en ligne et ils ont pu récolter des fonds. Le problème, c'est qu'avec la crise sanitaire qui s'est passée en 2020, la plupart de ces opérations ont été déprogrammées. Donc au total, il a pu bénéficier de 10 opérations. Je vais vous lire l'une des lettres qu'il a écrites à la suite de son agression et je mettrai un chapitrage sous la vidéo. Je suis Giuseppe Morgante, marqué à l'acide le soir du 7 mai 2019 par Sara Del Mastro. Et je voudrais vous raconter brièvement mon histoire. Ma rencontre avec le monstre, comme je préfère l'appeler, a duré environ 1 mois et demi. Ma faute, après avoir fait connaissance, j'ai simplement dit que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. À partir de ce moment-là, ma vie est devenue un cauchemar. 800 appels téléphoniques par jour, une douzaine de pneus crevés et des menaces à mon encontre et à celle de mon frère qui tentait de faire la paix. Et enfin, de l'acide au visage. Faire un rapport à la gendarmerie était inutile. Vous allez dénoncer une femme et il vous rit au nez. C'est humiliant. Oui, bien sûr, je suis un homme. Mais tout ça a été sous-évalué dans le sens où ça n'a pas été pris au sérieux. N'est-ce pas du harcèlement que de la trouver devant la maison à 6h du matin, le soir à la sortie du travail, de recevoir des menaces continues sur plusieurs profils sociaux différents et avec plusieurs numéros de téléphone? Même quand je suis allée à la police, on m'a dit de laisser tomber. Cela a continué comme ça pendant plusieurs mois jusqu'à cette fichue soirée. C'était le soir et en me garant sous la maison, je vois qu'elle est là, faisant des allers-retours dans sa voiture. Ce n'est pas normal. Quelques jours plus tôt, j'avais entendu parler d'une terrible attaque à l'acide. J'appelle donc la gendarmerie, mais une fois de plus, personne ne répond. Elle sort de la voiture, s'approche de moi sous le prétexte de vouloir me parler au sujet de ma plainte, et alors, tout se passe en un moment interminable, inoubliable. Alors que j'étais encore dans la voiture, avec la fenêtre baissée, elle m'a jeté au visage le contenu d'un grand gobelet en plastique qui, au lieu de contenir du coca, était rempli d'acide, de l'acide sulfurique. J'ai su en un instant, j'ai su par la douleur, j'ai su en sentant ma peau brûler et en voyant le tissu de ma chemise se dissoudre. La peur, la panique, les larmes, les cris, les sirènes d'ambulance, les blouses blanches. J'ai su immédiatement que ma vie ne serait plus jamais la même. Les 3 premiers mois passés dans le service des brûlés de l'hôpital Niguarda à Milan ont été interminables. Les blessures étaient très graves au visage, à l'œil, au cou, à la poitrine, jusqu'à l'aine. J'ai appris plus tard qu'elle avait fait des tests sur de la viande de poulet. 3 ans se sont passés depuis l'attaque et le tissu cicatriciel laissé par l'acide me cause encore des douleurs et m'empêche de faire certains mouvements. Quant à l'œil, le chemin pour retrouver la vue est encore long. Quant à l'aspect psychologique, eh bien, vous ne pouvez qu'imaginer. J'ai toujours été un sportif, mais maintenant je dois m'adapter à ce que je peux faire. Il est certain que sa peine se terminera avant la mienne. 7 ans et 10 mois passent vite quand on ne doit pas continuer à se faire opérer et quand on ne voit pas les cicatrices sur son visage tous les jours. Oui, 7 ans et 10 mois, s'il n'y a pas les remises de peine habituelles, car il n'y avait pas de préméditation ni de meurtre d'identité. Mais je ne me plains pas, j'essaie de faire face à tout cela avec l'amour de ma mère, de mon frère et de mes sœurs, de mes oncles et tantes, mais surtout de mon Rocky, un labrador. Je vous ai dit tout cela parce que je me sentais abandonnée par les autorités, par l'État, par tout le monde. Je n'ai pas obtenu d'indemnisation parce que vous n'êtes rien, mais j'ai dû passer plus d'1 an en congé sans solde, payer mes médicaments, mes visites, ma thérapie psychologique et ma chirurgie esthétique. S'il vous plaît, écoutez au moins une fois mon appel au secours. Si vous voulez m'aider à payer mes dépenses, il existe une collecte de fonds sur la plateforme GoFundMe. Pour le moment, Giuseppe a pu récolter environ 25 000 € sur les 50 000 € escomptés. Je vous mettrai en espace info le lien pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, lui laisser un petit mot ou y participer. C'est comme vous le voulez, mais en tout cas, je vous mets cette info dans l'espace info. À ce jour, il vit toujours avec sa famille à Legnano. Il a pu reprendre son travail au supermarché et il espère pouvoir un jour bénéficier de la totalité des opérations nécessaires à la reconstruction de son visage et surtout l'opération de son cou puisque c'est une gêne assez importante au quotidien. Sara Del Mastro, quant à elle, est toujours incarcérée et elle pourrait sortir de prison d'ici 1 an ou 2, voire quelques mois, grâce au jeu des remises de peine. La question que Giuseppe se pose néanmoins, c'est essaiera-t-elle encore une fois de le persécuter ou de le tuer, ou jettera-t-elle son dévolu sur un autre homme qui deviendra à son tour la cible de son harcèlement et de ses persécutions?
Difendere la merda umana. Ma non si vergogna, non si guarda allo specchio. Guardati allo specchio. Solo per i soldi difendere la merda umana. Vergognati. Vergognati. Perché comunque questa è una persona recidiva e secondo me uscendo dopo 2 o 3 anni finisce il lavoro, perché comunque è cattiva, è una persona cattiva dentro, molto intelligente ma cattiva. Ha paura addirittura che uccida suo nipote. C'è anche questo pericolo, perché persone del genere, oltre a sfigurare una persona fisicamente, possono anche arrivare a fare altro, perché comunque è già stato minacciato col coltello, ha già avuto dei precedenti e quindi comunque, certo, abbiamo anche questa paura, perché è pericolosa. Petit débrief par rapport au sondage que je vous ai posté il y a quelques semaines. Alors pour rappel, la question était: d'après vous, un homme est-il moins pris au sérieux lorsqu'il est victime d'une femme? Y a-t-il une sorte de complaisance ou de minimisation des faits quand la femme est le bourreau et l'homme la victime? Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir participé au sondage et je tiens également à vous remercier pour la qualité des interventions parce que franchement, vos messages étaient hyper intéressants, j'ai tout lu. Alors, je vous le dis, mais même si je ne réponds pas souvent et que je like pas souvent, je lis tous les commentaires qu'on écrit sous mes vidéos ou lors des sondages que je poste. Donc voilà, j'ai tout lu et c'était hyper intéressant à lire. Concernant les résultats, à l'heure où je vous parle, donc je vous montre, 85% d'entre vous ont déclaré que les hommes sont effectivement moins pris au sérieux quand leur bourreau est une femme et 9% ont déclaré que ce n'est pas le cas. 5% ont déclaré qu'ils ne savent pas et il y a environ 7000 personnes qui ont voté. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc voilà. Bon et bien si vous en êtes à cette partie, c'est que vous avez regardé l'entièreté de la vidéo et j'en suis très contente parce que cette histoire je l'ai trouvée dramatique et hyper intéressante et franchement le coup du vitriol, j'étais grave choquée. En fait je suis tout le temps choquée quand je vois des trucs très graves qui se passent, mais c'est vrai qu'il y a certaines histoires qui nous troublent encore plus parce qu'elles sont peu communes et là je me disais mais comment on peut dans sa tête nourrir un plan comme celui-ci, attaquer quelqu'un au vitriol, je sais pas, c'est tellement cruel de faire un truc comme ça. Après, toutes les méthodes employées pour tuer des gens, oui, ils sont cruels, mais comme je vous l'ai dit, quand c'est peu commun, ça nous touche encore davantage. Et la peine de prison qu'elle a eue, Sara Del Mastro, moi, je trouvais ça délirant. Après, je suis pas quelqu'un de forcément hyper sévère ou dur, mais je suis pas non plus quelqu'un de laxiste. Et pour moi, un truc pareil, c'est pas 7 ans, c'est minimum 15-20 ans. Voilà. Donc là, me dire que la meuf, elle a pris 7 ans, elle va peut-être sortir l'année prochaine, elle aura fait peut-être quoi, 3-4 ans, non, faut pas déconner, elle a quand même bousillé la vie de quelqu'un, le gars, il avait 29 ans, il va passer sa vie à se faire opérer, et il n'y a rien qui justifie qu'on s'attaque à quelqu'un de cette façon, peu importe, le mec qui lui a vendu du rêve, ou une meuf, elle vend du rêve à un gars, on n'attaque pas les gens en fait au vitriol, on tue pas les gens, on défigure pas les gens, c'est quoi ces histoires en fait je sais pas, comme elle l'a dit, la journaliste des Yéné, à ton grand âge comme ça, tu sais pas comment gérer une déception amoureuse, enfin je sais pas, c'est trop fou, et de se dire que demain, ça peut laisser la porte ouverte à tout, parce que oui, je vous le dis quand même, j'ai vu passer des trucs sur le net, moi je sais pas, peut-être que je suis trop déconnectée ou c'est peut-être parce que j'ai pas de réseaux sociaux, mais il se passe un truc là depuis quelques années, j'ai l'impression, un truc homme-femme très bizarre auquel j'ai absolument pas envie de prendre part parce que franchement, je trouve que c'est pas de mon niveau en fait, les trucs bizarres comme ça, là, les guéguerres trop chelous, mais on fait pas ça aux êtres humains en fait, on ne vitriole pas quelqu'un, on ne tue pas quelqu'un parce qu'il nous a quittés, parce qu'elle nous a quittés, ça n'a ni queue ni tête en fait, ouais franchement dégueulasse. Maintenant concernant les questionnements de Giuseppe, vous savez, putain j'ai plus de batterie bientôt, quand il dit que s'il n'a pas été pris au sérieux c'est parce qu'il est un homme, alors moi je voudrais un peu nuancer son propos. Je pense que si les autorités n'ont pas pris au sérieux ces plaintes, c'est pas forcément parce qu'il est un homme, mais c'est simplement parce que c'est pas suffisamment pris au sérieux, quelle que soit la personne. Regardez l'affaire Alessandra Matteuzzi, là ou là. Regardez également Ariana, la jeune fille qui a été harcelée par Sara Del Mastro, elle aussi n'a pas été prise au sérieux. Je pense que les cas d'harcèlement ne sont pas encore suffisamment pris au sérieux
parce que peut-être que les sociétés ne savent pas comment gérer ce genre de comportement névrosé. Mais après, quand on voit effectivement, quand il a été lors du procès, là je l'affirme et je le dis clairement, oui, il y a eu une injustice parce que le bourreau était une femme et la victime un homme, ça c'est évident pour moi, parce que condamner Sarah à 7 ans, alors que pour Jessica Notaro et l'autre jeune femme qui ont été agressées, leurs bourreaux ont été condamnés à 15-20 ans, non, c'est pas juste en fait. Idem pour William, le jeune homme qui a été agressé, lui aussi, son ex-compagne a été condamné à 8 ans. Mais non, en fait, lui, dans son cas, c'est parce qu'il avait quitté la meuf et qu'il voulait pas s'occuper de l'enfant qu'ils avaient eu, je crois. Et Jessica et Anna, je crois qu'elle s'appelait comme ça, l'autre jeune femme, c'est parce qu'elles avaient quitté leur conjoint. Mais non, en fait, pourquoi ? En fait, faut pas s'étonner après que les gens veuillent se faire justice eux-mêmes quand on crée comme ça des écarts par rapport à des facteurs qui... Ça n'a pas de sens. Non, c'est... La meuf, elle a fait ça, faut qu'elle soit condamnée comme l'autre qui a fait ça à Jessica ou à Anna. Sinon, c'est pas juste. Et le gars, après, il peut pas se reconstruire. Comment vous voulez qu'il se reconstruise en se disant toute sa vie, la meuf, en fait, elle a pas vraiment payé pour ce qu'elle m'a fait parce que moi, j'étais un homme... Bon, en avril, ça a coupé, il n'y avait plus de batterie dans ma caméra, mais je pense que ça veut dire qu'il faut que je m'arrête ici. Donc ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.